Bonjour à tous. Alors, on a la joie d'avoir avec nous Pascal Lagarde, qui est membre directeur exécutif de BPI France et qui est avec nous pour 20 minutes et qu'il a réussi à préserver contre vents et marées parce que il y a beaucoup de gens qui le sollicitent, surtout que ce sont les 10 ans de BPI France aujourd'hui. Donc c'est un gros pardon. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc, il nous connaît bien et je crois que je vais lui demander de faire un petit mot d'introduction. Merci Claudine. Juste une petite anecdote. Avec Claudine, on se connaît depuis 30 ans, je crois. Ouais, comme quoi, quand on a des amitiés qui se forgent dans le domaine professionnel, ça se conserve. Même, on s'est retrouvés par hasard il y a quelques années. Quelques mots sur Science Factor. Donc, on en est à la 12e édition de Science Factor. Hein. C'est quelque chose qui dure et à juste titre parce que c'est un programme tout à fait intéressant et tout à fait performant. C'est 27 projets dans directorat, 16 000 votants. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, fou. Et puis, des inventions scientifiques et citoyennes conçues et développées par des adolescents. Alors, je sais pas si vous avez écouté le discours de lancement ce matin de Nicolas Dufour. Il a quelque chose d'important. Il disait le progrès, c'est porté par des gens qui créent, qui ont des idées, les scientifiques, les entrepreneurs et les créateurs. Donc on y est. Voilà, bravo. Et puis donc deux projets lauréats, BB2E qui s'occupe de la santé, le degré de satisfaction et de sérénité des élèves au quotidien, si je ne me trompe pas, et Pile Plus, un boîtier qui est capable de recycler mesurer, mutualiser, valoriser l'énergie résiduelle dans les piles. C'est donc de très beaux projets, très avancés. Et puis il y en a qui sont moins avancés dans la salle. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous parler entre vous pour faire avancer les projets sur la base de l'expérience de ceux qui sont avancés. C'est le partage, la communauté. C'est ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. L'innovation, c'est jamais solitaire. Et alors moi ce que je comprends et ce qui est merveilleux, c'est que Science Factor, c'est évidemment des beaux projets, un concours, des gens qui travaillent ensemble pour faire des choses efficaces pour l'intérêt général, pour la vie de tous les jours, pour vous, pour moi. Mais c'est aussi des trajectoires, c'est des trajectoires notamment de jeunes filles et on a beaucoup de ces jeunes filles qui ont dirigé des projets qui maintenant se sont dirigés vers des carrières techniques, des carrières technologiques, des carrières dans ce domaine scientifique. Et ça, c'est génial. Hein. On a une piste, j'ai dans la main. Ça fait plaisir parce que ça montre que l'un des objectifs, il est vrai, quoi. Et ça marche. Et puis, on a vu une amplification de la démarche Science Factor en 2024-2025, hein, avec le lancement en 2023, en juin, de l'exposition Science Factor, j'allais dire de la tournée, mais c'est aussi une tournée. Ah, ça, c'est une très bonne idée. On va peut-être faire une tournée avec certains d'entre vous dans toute la France. Ça serait une bonne idée. Bah oui, j'ai l'impression que c'est dans toute la France. Les femmes de la tech, elles innovent pour nous et c'est soutenu par BPI France, 300 collèges en REP, REP+, zone rurale, 150 000 élèves, et beaucoup, et puis beaucoup d'impact, donc bravo. Mais c'est vrai que faire tourner, c'est toujours bien. La France, c'est grand, il y a plein d'endroits différents et il faut y aller, il faut parler. Donc nous, on est très satisfait d'être partenaire, partenaire depuis longtemps de Science Factor. Pourquoi à la fois du concours et de l'exposition, parce que ça s'inscrit totalement dans nos valeurs, dans les valeurs de BPI France. D'abord, évidemment, l'innovation. Hein, l'innovation, c'est dans Big, c'est BPI France Innovation Génération. Donc I, c'est innovation, ça tombe bien. C'est l'innovation citoyenne. Hein. Ça, c'est aussi très important. C'est l'esprit d'entrepreneuriat. Et puis, c'est l'implication égale des hommes et des femmes pour développer des produits et des services d'intérêt général pour tous. Donc,
on voit bien cette logique de d'intérêt général, d'innovation, de science, de travail en commun, et puis d'égalité homme-femme. Donc ça nous ravit. Et puis dans Big, il y a le G, ça veut dire génération, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous êtes d'une autre génération, donc ça c'est super aussi. Alors, on aime bien. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, c'est vrai qu'ils grandissent. Donc là, on n'a pas énormément de temps. Donc, on leur a pas redonné la parole cette année-ci, mais des projets que vous avez déjà entendus les années précédentes, notamment Madino, qui est juste en face de nous, là, sont merveilleusement, vous pouvez lever la main, l'équipe Madino, qui ont imaginé oui, c'est ça l'an dernier, un filtre, par gravité à médias séparés, qui ont été très, très bien accompagnés par Corinne, Ainsi, c'est ça? Aussi, c'est cela. Et donc, ils sont en forme d'association et ils ont déjà, grâce à Corinne et tout le travail des partenaires d'Adlino, en plus de Science Factor, ils ont décroché ils sont lauréats d'un appel de même l'ADEME, et avec un financement à la clé de plus de 80 000 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Et on a également d'autres projets chez Limao qui eux aussi sont sur des starting blocks. Donc voilà, petit à petit, des projets qui sont chez nous commencent à prendre leur envol dans le monde réel. C'est quoi l'étape suivante pour votre filtre, là? Avec les 80 000 euros? Alors justement, hier, on a identifié 3 grands objectifs. D'abord, l'élaboration d'un business plan pour pouvoir aller chercher encore plus de subventions et d'investisseurs. Ensuite, on a la vision, on va dire, prospère de l'association dans les années qui vont suivre, parce qu'on va arriver en terminale et on va devoir léguer l'association aux générations qui nous précèdent. Et puis, on a aussi la commercialisation, bien sûr, de notre finale. Donc, on va travailler pour et essayer de faire une production en série, d'installer la solution en Martinique et puis ensuite de pouvoir répandre la solution à un maximum. Bravo. Merci, Eden. Bravo. C'est un peu, Eden est beaucoup plus, on se rend pas compte parce que pour nous, ça semble facile, mais l'oral, exprimé devant, ex abrupto, devant pas mal de monde, comme on vient de le demander à Eden, c'est un exercice qui est pas simple. Mais Eden et Maoré s'en sortent très bien avec les deux garçons, ils forment une équipe épatante et ils sont invités à TEDx. Wow. Donc, si c'est pas une consécration, hein, ouais. Bon. pas mal. Bravo, hein, bravo. Et on a aussi une très jolie concrétisation qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est l'équipe des Uniciens. Puisque, comme vous le savez, on a un prix qui est le prix Handi Numérique, le prix qui développe des solutions pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Et donc là, c'est une chaîne de solidarité qui s'est établie entre le collège de Rabastens, qui a imaginé l'innovation initiale, et puis l'équipe Patrice Ségur. Je vais me mettre sur le côté, je vais vous passer mon micro. Peut-être qu'on va se mettre, moi je vais me mettre, oui. Et si vous voulez, Ambre, et voilà, donc à vous la parole. Et puis je suis à vos ordres pour faire défiler la présentation, Patrice. Et je passe mon micro peut-être à... Donc, Ils vont nous raconter l'histoire et vous me dites... Cette histoire a commencé au collège de Rabastens. Peut-être que tu pourrais nous expliquer, Ambre, comment ça s'est passé, parce qu'en fait, tu étais au collège de Rabastens à l'époque. Hein. Alors, du coup, moi, j'étais au collège de Rabastens et j'étais avec une amie depuis la primaire. Et du coup, je connais son parcours. C'est une personne qui était à mobilité réduite. Elle avait du mal à marcher correctement. Et c'est vrai que quand on faisait des sorties scolaires, c'était un peu compliqué pour elle de suivre la cadence, d'être avec nous tout le temps. Donc, j'ai pu voir que les Ulis de Rabastens a pu créer et faire le projet, du coup, d'une aide pour elle. C'était un fauteuil roulant pour les personnes en mobilité réduite. Et du coup, on pouvait voir dans la cour de récré les nombreux essais, les prototypes, tout l'avancement du projet. Donc là, on voit les premiers essais avec une position assise, un autre essai position debout quand on avait un problème
quand on avait, par exemple, un accident sur une cheville, des choses comme ça, le petit kit de recharge solaire pour pouvoir recharger les batteries, car à Parce que l'origine, ce sont des fauteuils roulants électriques. ce sont des fauteuils roulants électriques. Alors comment ça se déplace? En fait, vous voyez devant, là, sur la photo du milieu, on le voit bien, vous avez un overboard. Donc en fait, cet overboard, il est fixé sur le système. Vous avez un guidon. Quand vous poussez le guidon vers l'avant, ben vous avancez. Quand vous poussez le guidon vers l'arrière, vous freinez et vous faites marche arrière. Ce système a l'avantage d'avoir une autonomie de, on va dire, 1 heure à 1 heure et demie, suivant en fait les parcours que l'on a à faire. Et il est pliable. Donc ce système très ingénieux qui a été développé par les musiciens de Rabastens a été fait avec que du matériel recyclé, soudé sur place, et ils sont vite arrivés à la conclusion que pour pouvoir reproduire à l'identique ce type d'engin, c'était un peu compliqué avec l'expérience qu'ils avaient, et il leur fallait en fait trouver des partenaires pour pouvoir, on va dire, industrialiser le système. Et là, ils ont fait un appel d'offres à toute la France. J'ai vu mon proviseur, j'ai dit, écoutez, le collège de Rabastens, il est à 20 km d'Albi, si on ne retombe pas, c'est pas possible. Donc, avec ma classe de 3e prépa métier, qui sont pas formés, on va dire, pour faire ça, mais on a travaillé sur on a découvert tout un tas de métiers. On est allé voir aussi des EHDAD où il y avait des personnes handicapées. On a fait tout un travail sur le handicap. Et on a développé un an et demi, on va dire, ce prototype, qui est un prototype qui peut être réalisé avec simplement une scie et une perceuse à colonne, on va dire. Voilà. Donc ce n'est que de l'assemblage par vis, par boulon, des mises à longueur et des perçages. Voilà. Donc là, vous avez un prototype. On va peut-être lancer la vidéo. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Je peux lancer en appuyant dessus. Je vois pas ma page. Donc là, vous avez en fait toute la classe de 3e prépa métier avec, on va dire, tout ce qu'on a fait pendant un an, la notice de calcul. Bien sûr, on a travaillé avec les professeurs mathématiques pour pouvoir tirer un maximum de support là-dessus, faire du positionnement dans l'espace. Ensuite, on a travaillé sur un logiciel industriel qui s'appelle SolidWorks, qui est présent dans la totalité des établissements scolaires, normalement en techno, en collège. Et après, nous avons un lycée professionnel, donc au niveau du lycée professionnel et des lycées des métiers. Donc là, vous voyez, après, comme en 3e prépa métier, nous n'avons pas le droit de faire de toucher de machines dangereuses. Nous sommes allés voir les élèves des différents bacs pro que nous avons dans l'établissement. Donc ceux qui étaient spécialisés dans la fabrication mécanique ont usiné les pièces. Et après, on a Élise qui était en électrotechnique avec ses collègues de maintenance qui ont fait tout l'assemblage et la mise au point. Et nous sommes allés voir aussi Élise, pardon, j'ai dit Ambre, Élise, je suis allé voir Élise parce que Élise, elle avait croisé un bac pro maintenance industrielle, elle a fini son bac pro, et après, comme elle aimait beaucoup la partie esthétique, elle s'est relancée dans une formation en peinture. Donc, naturellement, je suis allé voir Élise, je lui ai dit, faudrait que tu nous fasses quelque chose sur ce produit, il faudrait qu'il ait quand même une belle mine, elle est en train de travailler là-dessus. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a plein de matériaux différents, on a de l'aluminium, qui est assez difficile oula, voilà, c'est bien. On va l'arrêter, voilà. Donc nous sommes allés voir, je suis allé voir Élise. On a un travail actuellement pour arriver à peindre des matériaux qui sont complètement différents, qui sont plutôt difficiles à peindre, l'aluminium, les matières plastiques. Donc on est en train de faire des essais, tout un travail sur pouvoir peindre des pièces qui sont galvanisées. Donc ensuite nous avons travaillé avec Technic-Doc pour faire la notice de réalisation. Donc Technic-Doc nous a fait une superbe notice qui, à partir de nos plans, va permettre de pouvoir assembler, une fois que les plans sont réalisés, tout notre véhicule, on va dire, tout notre chariot, et qui va pouvoir être réalisé en autoconstruction. Donc là, on travaille avec Élise sur le site pour pouvoir diffuser en fait ces plans. On a fait un petit budget là pour le moment, on est à 340 €, on va dire, de pièces, un siège qu'on peut trouver partout et qui est assez confortable, de 15 €, et l'overboard, on trouve beaucoup de overboard, on va dire en deuxième main, ils vont très bien. C'est adapté, c'est un système de fixation qui marche avec des sandos, donc ça s'adapte à tous à la quasi-totalité des overboards. Voilà, donc ce qui nous reste à faire, c'est finaliser le site web où vous pourrez trouver
la notice technique et tous les plans qui vont vous permettre de réaliser nous l'avons appelé l'Ulysse Board. Voilà. En fait, c'est plutôt Karl et les élèves de la section Ulysse de Rabastens qui l'ont appelé comme ça, donc on a gardé ça. Voilà. On est très content de travailler là. C'est vraiment un programme sur plusieurs années qui a fédéré en fait le lycée. On est allé chercher des moyens un peu partout. Ça a permis aux élèves de troisième de comprendre les métiers de l'industrie et d'aller voir tout un tas de jeunes. Voilà, mais je peux laisser la parole peut-être. Comment t'as trouvé ça? Tu l'as essayé? Oui, c'est vrai. J'ai pu l'essayer du coup. Alors, c'est vrai qu'il faut s'habituer. C'était un prototype, mais honnêtement, au bout de 5 minutes, c'était très facile. Et comme il a bien dit, du coup, je suis en électricité. Et du coup, j'ai pu apporter mon aide sur le montage et sur le système électrique avec le barboard. Du coup, voilà. Et donc, ça prouve que les filles aussi, on a un bac pro et les filles, elles font de l'électricité. Et oui, ça existe. Et on est très peu. Mais le but, c'est qu'on soit de plus en plus nombreuses et qu'on puisse montrer qu'on est plus fortes que les garçons. Donc, vous êtes toutes les deux dans des filières techniques, hein, c'est ça, toi aussi? C'est ça, en fait, j'étais en maintenance industrielle, du coup, avec mon professeur, et je me suis rendu compte que je voulais pas continuer dans ce métier-là, du coup, changer de filière, simplement. Voilà. Tu es contente? Super. Bien. Donc en fait, c'est un très joli projet. Donc on va poursuivre le partenariat avec le lycée Rascol, le collège de Rabastens. Et comme c'est écrit ici, donc l'objectif c'est globalement de développer et déployer une solution qui mise à la portée des personnes à mobilité réduite, soit en partenariat avec des associations comme Human Kit, et puis il y a aussi des super startups comme Omni Community qui a développé les histoires de trottinettes électriques pour les personnes en situation de handicap et qui pourrait, comme on l'a dit, accompagner un petit peu ce genre de choses sur les problématiques d'éducation, etc. Ça rentrerait un peu dans leur mission. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez regagner vos places. Et peut-être que un petit mot de conclusion. Je voudrais juste dire bienvenue à Michel Schaeffer, donc qui dirige un très grand programme européen, je dois dire, hein, qui s'appelle European Innovation Council et qui nous fait l'amitié de venir nous voir. Je sais pas si tu peux dire quelque chose ou c'est vrai. Et au sujet de l'innovation à tous les âges et puis la parité homme-femme dans l'innovation. Ah oui, c'est important. Oui, bonjour. Je viens juste faire 2 sessions dans le spot européen, donc c'est un peu un spot différent d'ici. Donc nous, comme les lycées, on est un peu dans la prolongation de l'action de la BPI et ensemble aussi, parce que beaucoup d'entreprises qui postulent à des financements chez nous sont passées par le moulin du BPI et ensuite, lorsqu'ils sont financés chez nous, la BPI souvent s'y associe aussi. Nous, on fait plutôt de la deep tech, donc vraiment des problèmes technologiques et scientifiques lourds où il faut 3-4 ans de travail pour avoir un prototype. Donc c'est un peu plus, comment dire, c'est différent de ce que je viens de voir à moitié sur le projet du sud de la France. Mais ce qui est important dans l'innovation, c'est que même la deep tech a besoin de gens autour qui font des startups normales, qui font des choses qui sont très pointues, mais qui qui demandent quelques mois ou quelques années de développement. Donc, on veut vraiment réaliser ensemble, une révolution entrepreneuriale en Europe. Donc, on veut vraiment favoriser que les jeunes, surtout, et les jeunes femmes encore plus, créent leur propre entreprise, qui a vraiment une dynamique et une ambition d'entrepreneuriat et pas de devenir, je suis fonctionnaire, de devenir fonctionnaire, de travailler dans une grande entreprise. Alors, ce qui est important aussi pour les femmes ici, c'est que nous avons aussi un programme particulier pour les femmes, donc de soutien en plus, parce que pour l'instant, les financiers, 99% des entreprises start-up financées sont dirigées par des hommes. Nous, on est à 20% dirigés par des femmes, donc on fait 20 fois mieux que la moyenne. Mais il y a encore un monde pour les femmes à vaincre et à conquérir. Comme ma femme est professeure en études de genre, je suis très influencé à la maison. Et mes 2 filles sont très entrepreneuriales aussi, donc je connais vos parcours.
est une vision européenne des choses, hein, et montre que ça rentre aussi dans le grand schéma européen et que à tous les niveaux, on est là pour innover, reprendre le thème de cette de BIC cette année pour le progrès dans tous les secteurs. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous faites et à très bientôt. Merci beaucoup, Pascal. Bien, après ce passage important pour rappeler un peu les messages clés, important que vous ayez conscience du fait qu'avoir comme partenaire BPI France, c'est un chose de fondamental pour vous, pour nous, pour qu'on puisse vous accueillir dans des événements tels que celui-ci, et puis aussi vous faire participer et assister à des exposés où vous allez peut-être un petit peu mieux toucher du doigt les contraintes et les spécificités de la création d'entreprise. C'est ce qui va faire le fond de l'exposé de Léonie Goeb, qui va me rejoindre là maintenant. Je ne sais pas si votre présentation est déjà sur l'ordinateur ou non. Oui. Donc on va avoir un petit aspect logistique à traiter pour vérifier que tout fonctionne. Donc c'était important aussi que nous ayons l'intervention de cette personne au niveau européen, parce que clairement c'est aussi un des horizons des projets que vous portez. Je pense notamment à Madino. Madino, vous êtes sur un projet qui concerne un horizon beaucoup plus large que la France, par définition. Votre produit qui est un filtre à médias séparés qui élimine le chlordécone de l'eau et qui donc élimine une source de pollution dans l'eau et rend consommable l'eau dans des pays où c'est parfois compliqué à cause de cette pesticide utilisé dans la culture des bananes. Bon, ben, donc ça, c'est vraiment un horizon vaste. Donc, clairement, avoir à nos côtés un acteur tel que BPI va permettre d'ouvrir des portes, je pense. D'ailleurs, Léonie peut-être pourra vous le confirmer après cette session. Mais ce que je suis en train de dire pour Madino, qui est particulièrement avancé, ça s'applique potentiellement à chacun de vous une fois que vous aurez franchi des étapes similaires. Et maintenant, à Léonie de vous faire sa présentation. Merci beaucoup. Il y a un nœud dans le micro, il me semble. Je vais prendre. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être là. Merci à Claudine Schmuck de me donner la parole. Et puis je voulais vous dire félicitations, parce que de ce que je comprends, si vous êtes là, c'est que vous êtes tous de futurs entrepreneurs et entrepreneuses à succès, et on en a besoin. Alors bravo. Moi, je m'appelle Léonie Goeb, je suis chargée d'affaires innovation chez BPI France. Donc mon rôle, c'est de financer des startups à travers des prêts ou des subventions pour leur permettre de développer leurs projets. Donc quand vous gérez des startups, c'est important que vous veniez nous voir. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter les grandes lignes de la création d'entreprise. Et comme pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. J'ai choisi d'axer cette présentation autour des questions clés qu'il faut se poser quand on est entrepreneur. Et je vais commencer par la question la plus importante de tous, c'est qui sommes-nous à BPI France? Alors BPI France, c'est avant tout une entreprise qui est détenue par l'État. Et le fait d'être détenue par l'État, ça va lui donner une vocation de service public et qui va être de soutenir l'entrepreneuriat en France à travers l'innovation ou l'industrie. BPI France a été créé dans le but de faciliter l'accès aux aides d'État pour les entrepreneurs en faisant l'interlocuteur unique des entrepreneurs tout au long de leur cycle de vie, donc depuis la création de leur entreprise jusqu'à leur export à l'international. Et BPI France a la volonté d'être très proche de ces entrepreneurs et des territoires. C'est pour ça qu'on a 50 implantations régionales partout en France. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez de cette présentation avant tout, c'est que le jour où vous créerez votre start-up, il faut venir nous voir parce qu'on est là pour vous aider, vous conseiller et parfois vous accompagner financièrement. Donc maintenant, j'enchaîne avec les questions clés qu'il faut se poser quand on est entrepreneur. Déjà, quand on commence, quand on a une idée de solution, la première question qu'on se pose, c'est même avant d'être entrepreneur, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire une start-up est-ce que ma solution est une bonne solution? Alors là, je vais vous donner un conseil qui pour moi est très important, c'est que ce qui fait une bonne solution, c'est avant tout un bon problème. L'idée derrière ça, c'est que personne ne vous donnera d'argent pour quelque chose dont il n'a pas besoin, et donc il faut que votre solution elle corresponde à un besoin qui est fort de la part de l'utilisateur. Et ce qui est génial, c'est quand ce besoin fort, il est en plus ressenti par beaucoup de monde. Je vais vous donner l'exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé avant que je rejoigne BPI France, et c'est la difficulté qu'ont les personnes âgées à utiliser un ordinateur.
Et ça, c'est un besoin fort parce qu'une personne âgée qui ne sait pas utiliser un ordinateur, elle est coupée de ses proches puisqu'elle peut pas leur envoyer des mails, etc. Et elle est aussi coupée de démarches administratives importantes. Donc c'est un besoin fort. Et il est également ressenti par beaucoup de monde parce que, comme vous le savez, en France, on a une population qui est vieillissante avec beaucoup de personnes âgées. Donc une fois qu'on a un problème, la question c'est à qui en parler. Alors je vais faire un vote à main levée. Qui parmi vous pense qu'il faut parler de son problème au moins de personnes possible pour des raisons de confidentialité, par exemple? Vous pouvez lever la main. Et oser, hein, je vois quelqu'un qui essaye de... Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Ok. Super. Et du coup, qui est-ce qui pense parmi vous qu'au contraire, il faut parler de son problème à tout le monde? Ok. Donc je vois qu'on a une majorité pour parler de son problème à tout le monde. Alors en fait, les deux réponses sont bonnes, mais elles vont pas intervenir au même moment. Au début, quand on n'a qu'un problème, je vous conseille d'en parler à tout le monde. La raison pour ça, c'est que en fait, un problème, ça n'a rien de confidentiel. Tout le monde est au courant que les personnes âgées ont du mal à utiliser un ordinateur et vous n'allez pas vous créer de concurrents en parlant à d'autres gens. En revanche, le jour où vous aurez une solution, là, il faudra faire attention à des raisons de confidentialité, mais il faut pas que ça vous bloque au début. Quand vous n'avez qu'un problème, parlez-en à tout le monde. C'est hyper important parce que ça va vous aider à préciser le problème. Vous allez identifier des différents types d'utilisateurs avec différents types de sous-problèmes. Et en général, quand on crée sa boîte, on est 1, on est 2, on est 3 personnes et on n'a pas le temps de répondre à tous les problèmes, tous les sous-problèmes d'un problème aussi vaste que la difficulté qu'ont les personnes âgées à utiliser un ordinateur. Et donc, c'est très important de parler de son problème pour se concentrer sur les sous-problèmes qui représentent le plus grand besoin pour les utilisateurs. Et par exemple, moi, dans ma volonté d'aider les personnes âgées à utiliser un ordinateur, au début, j'avais l'idée de faire une application qui allait tout prendre en charge, qui allait être super compliquée, mais super bien. Et puis, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir le temps ni l'argent de faire ça au début. Donc, j'ai parlé à mes grands-parents et je leur ai demandé quelle est leur principale difficulté dans l'utilisation d'un ordinateur. Et en fait, leur réponse m'a surprise, d'où l'importance d'aller voir ces futurs utilisateurs. Et ils m'ont dit que leur principale difficulté, c'était de taper au clavier. Donc, je sais pas si vous avez déjà utilisé un clavier QWERTY plutôt qu'un AZERTY. C'est extrêmement fatigant. Et en fait, ça leur prend tellement d'énergie de réfléchir à où sont les touches que après, ils n'ont pas la volonté et la motivation d'apprendre à utiliser un ordinateur. Mais en réalité, le problème n'est pas la compréhension globale de l'ordinateur. Donc, c'est très important de préciser son problème et donc de parler de son problème à ses utilisateurs. Alors une fois qu'on a un problème qui est précis, la question que je vous pose c'est est-ce qu'il faut tout réinventer soi-même? Qui est-ce qui pense ici que pour être innovant, il faut tout réinventer soi-même? Personne. OK. Et qui est-ce qui pense que au contraire, il faut s'appuyer sur les solutions qui existent? OK, bah c'est bien. Donc vous avez déjà la bonne réponse. Effectivement, on peut en fait en entrepreneuriat tout réinventer soi-même. Des fois, on est obligé parce qu'il n'existe aucune solution au problème qu'on veut résoudre, mais c'est des cas très rares. Et en fait, tout réinventer soi-même, c'est cher, c'est long et c'est difficile. Et du coup, mon conseil, c'est de vous baser sur les solutions qui existent déjà. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'aller très vite proposer une solution au client. Et donc ensuite, le client, il va pouvoir vous faire des retours et vous confirmer que votre solution répond à son problème. Je vais vous introduire la notion de Minimum Viable Product, MVP. Il y a des gens qui la connaissent ici? Ok, super. Du coup, c'est le service minimum que vous allez pouvoir proposer à vos clients et qui va vous demander le moins d'efforts possible. Et c'est important d'arriver à ce MVP pour avoir rapidement du retour client. Une autre chose pour laquelle c'est important de utiliser les solutions qui existent, c'est que ça va vous permettre de comprendre ce qu'elles n'ont pas, ce qu'elles ne proposent pas encore, et du coup d'identifier votre valeur ajoutée. Moi, par exemple, dans le cas de mes grands-parents, je leur ai installé la reconnaissance vocale de Google ou d'Apple, et en fait, ça réglait parfaitement leurs problèmes, et je me suis rendu compte que je n'aurais pas eu de valeur ajoutée, et c'est pas grave. Du coup, je n'ai pas créé de start-up, j'ai rejoint BPI France. Et en fait, il faut savoir aussi être humble quand on est entrepreneur et identifier les projets pour lesquels on peut avoir de la valeur ajoutée. Et je me doute pas que vos projets, vous en avez beaucoup. Donc une fois qu'on a un projet, une solution, etc., la question vient de comment on se fait rémunérer pour tout le travail qu'on fait et pour pouvoir continuer de développer sa solution. Donc cette question, elle revient à faire son choix de business model. J'imagine que certains parmi vous connaissent le terme. C'est la manière dont on va se faire rémunérer pour son projet.
Et la question, en fait, qui est derrière, c'est qui peut payer parmi ceux qui veulent payer. Donc c'est évident que il faut choisir quelqu'un qui veut payer pour être rémunéré, sinon ça va être compliqué. Mais il faut aussi quelqu'un qui peut payer. Parce que imaginez que vous développez un médicament pour une maladie rare, vous avez beau avoir en face de vous des personnes qui ont très envie de guérir et qui veulent acheter votre projet, si votre médicament il coûte 1 million d'euros, vous n'allez pas avoir de clients et donc vous n'allez pas pouvoir développer votre solution même si elle est absolument révolutionnaire. Et donc je vais vous donner 2 exemples de business model pour vous montrer un peu l'importance du choix que c'est que de choisir son business model. Donc il y a le B2C, le business to consumer. Donc c'est quand une entreprise vend son produit à des clients comme vous et moi, des particuliers. Donc une boulangerie par exemple, c'est un B2C. Et il y a le B2B, donc le business to business, c'est quand une entreprise vend son produit à une autre entreprise ou à un autre organisme. Et donc, pour vous montrer l'importance de ce choix, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise de réparation de vêtements. Donc, une entreprise de réparation de vêtements, elle peut se placer en B2C et donc acheter un magasin, donc ça va lui coûter cher, et puis demander à ses clients de se déplacer dans son magasin pour lui apporter un pantalon troué. Et puis, elle va demander à ses clients de payer 10 € pour réparer ce pantalon. Là, c'est bien, mais le client, il va devoir se déplacer et si ça se trouve, le lendemain, il veut aller acheter un t-shirt à Zara et puis il sait qu'à Zara, il y a des pantalons qui coûtent 11 € et il va se dire, bon, c'est un peu plus cher que de faire réparer mon pantalon, mais j'ai pas envie de me déplacer. Et donc, ça va être possible comme ça, mais vous allez peut-être avoir moins de clients. Là, si on pense à la situation en B2B, ce que vous allez faire en tant qu'entreprise de réparation de vêtements, c'est que vous allez aller voir Zara directement et vous allez lui dire, je répare 100 des pantalons troués de tes clients et toi tu me payes 1 000 €. Donc là vous allez être content parce que c'est Zara qui vous paye. Déjà c'est bien parce que d'un coup vous avez 100 pantalons, vous avez beaucoup de revenus et en plus Zara c'est un bon payeur, c'est-à-dire que vous savez que Zara gagne de l'argent et vous en êtes moins sûr pour vos clients. Donc vous êtes content d'aller voir Zara directement. Le client il est content aussi parce que lui il va aller faire réparer ses pantalons troués chez Zara quand il ira acheter un t-shirt. Et du coup, il aura beaucoup moins de problèmes. Et là, vous allez me dire, oui, mais Zara, qu'est-ce qu'elle a à y gagner dans l'histoire ? En fait, Zara, ça va lui permettre de proposer à ses clients quelque chose que H&M ne propose pas. Et donc, il va quand même avoir un intérêt à ça, parce qu'elle va gagner plus de clients et ensuite, elle va gagner de l'argent. Donc, pour vous montrer que le choix de business model peut impacter fortement la manière dont va marcher votre projet. Et c'est un choix très important auquel il faut bien réfléchir. Voilà. Et la dernière question qu'on doit se poser quand on est entrepreneur, c'est comment convaincre. Parce que j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience de ça, mais quand on est entrepreneur, on doit convaincre tout le monde, donc des investisseurs, des utilisateurs, et puis ses proches aussi, que ça vaut le coup de passer du temps et de dépenser de l'argent dans un produit. Et c'est très compliqué. Et donc mon conseil pour ça, c'est de vous entourer autant que possible. Il faut surtout pas rester seul quand on est entrepreneur. Il faut avoir une communauté autour de son projet. Parce que ça va vous permettre d'avoir des clients qui sont fiers d'utiliser votre solution et qui vont pouvoir la recommander à d'autres personnes. Et puis surtout, ça va vous permettre d'être conseillé. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas tout et il faut absolument écouter les autres qui ont des choses à nous dire. Donc d'abord, mon conseil pour vous, c'est de ne pas lancer votre entreprise tout seul. Donc d'avoir un bon associé qui a si possible des compétences un peu différentes des vôtres pour que vous puissiez vous poser plus de questions à deux et avoir plus d'idées à deux. Un autre conseil que j'ai pour vous, c'est de vous entourer d'experts scientifiques du domaine technologique dans lequel vous faites votre startup, parce qu'ils vont pouvoir vous tenir au courant des avancées technologiques du domaine. Et je vous conseille aussi de vous rapprocher d'incubateurs. Alors des incubateurs, c'est des entreprises qui ont pour but de conseiller des startups à se lancer et à se financer. Et le fait d'être entouré d'incubateurs, ça va beaucoup rassurer vos proches et puis vos investisseurs sur le fait que vous savez à qui vous adresser au moment où vous en avez besoin. Voilà, et donc je finis par refaire la pub de BPI France, mais ça va mettre la fin, ça va finir ma présentation. Ce qui est très important aussi pour s'entourer quand on est entrepreneur, c'est de contacter les chargés d'affaires BPI France comme moi, qui vont pouvoir vous aiguiller et puis vous aider financièrement le cas échéant. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et je finis avec un dernier petit message, c'est qu'il existe beaucoup de ressources en ligne pour se former. Il y a BPI France Université, donc c'est un site sur lequel il y a beaucoup de cours gratuits. Il y a pareil Mes questions d'entrepreneurs de la Banque de France. Et puis je vous encourage à aller parler à d'autres entrepreneurs qui sont toujours ravis de vous présenter présenter leur projet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Léonie.
Alors, on va très 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 vite savoir si vous avez été attentif ou non. Pourquoi? Parce qu'on va faire le caoutin. Alors, je vais laisser Clotilde se mettre aux manettes. Alors, pour que ça marche, il faut que vous ayez, vous soyez connecté au site de Kahoot, ou bien on va mettre en ligne bientôt le petit QR code. Et si vous le regardez, ça va vous connecter automatiquement. Est-ce que vous avez tous vos sorties, vos portables? Oui? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un portable parmi les élèves? Non, vous avez tous un portable. Ok, nickel. Parfait. Individuel. Individuel. Donc, en fait, je vous rappelle, les personnes qui gagnent, ils vont gagner un coupon cadeau. Alors, par contre, excusez-nous pour les Uliciens, vous n'allez pas pouvoir pas participer puisque vous êtes, c'était compliqué pour les horaires de transport, etc. Donc, non, vous allez voir comment ça se passe et peut-être que la fois prochaine, on va s'organiser mieux, que vous pourrez venir plus longtemps. Mais là, on a vu ensemble que c'était quand même très, très long parce que vous êtes un tout petit peu excentré, que ça fait des temps de trajet compliqués. Donc là, vous allez pouvoir gagner un coupon cadeau de 100 € pour le premier prix, 75 € pour le deuxième prix, 50 € pour le dernier prix. Il y a une question? Ah, ok. Donc, est-ce que vous voyez le QR code suffisamment bien? D'accord. Vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it qui s'affiche sur l'écran et vous rentrez le code PIN qui est écrit à côté. Donc, il faut que vous ayez, voilà, premier inscrit. Donc, je vous rappelle, voilà, nickel. On va attendre que vous soyez tous inscrits tranquillement. Hein. Eden, Charles, qui? C'est bien, Safina, Sacha et Charlotte, Elia. Je reconnais des prénoms. Alors, je préviens l'équipe, on n'a pas le droit de jouer. Hein. Bon, il faut d'ailleurs, ce serait bien de prendre des photographies. Qui est-ce qui arrive pas à se connecter? Est-ce que tu es connecté à Internet, Chloé? Oui, on peut prêter un téléphone aussi, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai un autre aussi, donc est-ce que ça marche pour tout le monde? Et Léonie va reconnaître des questions à la fin. Est-ce que après il y a des adultes qui ont le droit de participer, ils n'auront pas le droit s'ils gagnent, ils compteront pas, ça comptera pas, mais ils pourront savoir s'ils sont savants ou pas sur les questions scientifiques et techniques, hein. Oui, oui, très bien, pas de souci. Alors, quoi? Oui, bien sûr, bien, bien. Si vous n'avez pas chopé le QR code, Charlotte, ça marche? Erwan, ça marche pour tout le monde là? Ok. Là pour vous, pour toute l'équipe Brain Sturdy, c'est bon? Brain Sturdy, c'est bon? Madino, c'est bon? Bibi, c'est bon? D'accord, il y a toi. Pile plus, c'est bon? Non, c'est en cours. Célia? Oui, bien sûr, viens, Célia. Et vous pouvez, il y a de la place devant, hein, si vous voulez. Là, l'équipe CSVG, les scienceonautes, mettez-vous sur le canapé, hein, si vous voulez. Hein. Qui qu'a d'autre? Tout le monde. Célia, etc. Sinon, il y a un téléphone qui marche pas, il faudrait lui prêter le vôtre. Chloé. Chloé, ça marche pas pour Chloé. Est-ce que tout le monde est connecté là maintenant? Mettez-vous devant ceux qui ont des problèmes là, mettez-vous devant, puis vous allez voir si ça marche mieux ou pas. C'est bon? Donc il n'y a plus que 2 élèves pour qui ça marche pas, il faut qu'on se dépêche. On n'a pas énormément de temps quand même, hein.
qui est en panne? Lilou. Est-ce que on peut prêter un téléphone à Lilou? L'un de nos deux téléphones à Lilou? Oui, oui. Là, on peut pas faire plus que prêter un téléphone, hein, parce qu'on a besoin de l'autre. Bon, alors donc il y a une personne qui va pas pouvoir jouer, c'est ça? Oh mince. Ou alors attends, bon, je suis désolée. Tout le monde est bon là? On va y aller, hein. Je suis désolée parce qu'il faut vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. On doit quitter le spot dans 30 minutes et il faut bien 20 minutes pour faire le 35. On a 45. Ouf. Alors bon, ça va. Comme ça, vous aurez même le temps. Il y a des super petits gâteaux en bas de dessert, etc. Donc, vous pourrez en profiter. On est parti? 5, 4, 3, 2, 1, top! Alors, la première question. Est-ce qu'on entend le son, là? Cédric Carl travaille en utilisant les principes de l'éco-conception. Qu'est-ce que cela signifie? Fabriquer des bâtiments ou des objets peu chers, fabriquer des objets à la mode au design épuré, concevoir des objets réparables en utilisant des ressources renouvelables, ou utiliser l'énergie issue de l'écho sonore. Quelle est la bonne réponse? Ah, pas mal. 12 bonnes réponses. Effectivement, c'est concevoir des objets réparables en utilisant des ressources renouvelables. On peut passer à la question suivante. Et là, qu'est-ce qui a gagné? C'est Roman. Voilà. Charles, en deuxième position. Charles, bien. Là, vous avez plusieurs réponses possibles. Vous n'en avez pas qu'une seule, hein, vous en avez plusieurs, ok? C'est parti. Lors de la première année d'accompagnement, quels sont les objectifs? Vérifier que la solution répond bien à des besoins d'utilisateurs, ne pas communiquer sur son projet sur Internet, regarder s'il existe des solutions similaires à la nôtre, trouver des investisseurs pour financer la solution. En année 1, je précise, il y a un piège. Oui, bon, bah, c'est bien. Bon, il y en a 8 qui sont tombés dans le panneau parce que on n'a pas besoin de trouver des investisseurs en année 1 parce que c'est trop tôt, quoi. D'accord? Bon. Et alors, qui c'est qui a gagné là-dedans? Qu'est-ce que ça donne le classement? Célia, Charles, Eva, Amandine et Safina. Waouh. OK. Troisième question sur 12. Pour une deuxième année d'accompagnement, il est indispensable de, encore plusieurs réponses possibles, tester le prototype complet de la solution, vouloir tout faire et aller vite, s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles solutions concurrentes de la vôtre, adapter le projet en fonction des tests utilisateurs et de la concurrence.
Bon. Alors voilà, il y en a pas mal qui ont des bonnes réponses, mais il y en a que 11 qui ont coché les 3 bonnes cases. Alors, qu'est-ce que ça donne comme classement? Il y a un bug? Bon, on passe à la suivante. Pour réussir l'accompagnement Science Factor, il faut plusieurs réponses possibles. Partager les tâches au sein de l'équipe, qui fait quoi? Travailler régulièrement sur son projet, attendre que l'équipe Science Factor vous dise quoi faire. Il y a 2 fois la phrase travailler régulièrement sur son projet. Alors vous la cochez 2 fois, c'est une erreur de fabrication. Nanana. Bon, je suis pas sûre de comprendre pourquoi il y a une personne qui a coché une fois travailler et pas 2 fois alors que j'ai dit que c'était bon. Il y a peut-être un bébé bug. Ça donne quoi au niveau du classement? Elia, Eva? Ah, ok. Tino? Eden? Eden. Ah, bien. Amandine? Waouh. Ok, bah c'est bien, ça se répartit entre différentes équipes. Ah. Quels sont les apports de la participation à une équipe Science Factor pour mon futur? Plusieurs réponses possibles encore une fois. C'est un atout pour Parcoursup. C'est un voyage distrayant quand même, chaque année. Hein? Bon. J'acquiers des compétences qui seront utiles dans les études et le travail. C'est un grand plus pour mon CV. Je rencontre des personnes et je comprends mieux les métiers de la tech. Plusieurs réponses possibles. J'acquiers des compétences, c'est là que vous avez le plus nombreux à voter. C'est intéressant. Ok, ça donne quoi comme classement? Eden est remonté. Waouh. Célia, Eden, Tino, ouais, Charles. Très bien. Ah, c'est toujours toi. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ah ben, non. Kylian. Ok. Il y a un roman. Est-il utile que votre équipe ait un profil sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une question difficile. Oui ou non? Bon, on passe à la suivante. Tout le monde a bon. Donc, ça change pas le classement, en principe. Voilà. Cécile Barbier, de NJ, vous a parlé de pollution numérique. De quoi s'agit-il? Les pollutions engendrées par les nouvelles technologies, une augmentation de la pollution sonore, ou bien une utilisation abusive des outils numériques qui impactent nos cerveaux? Une réponse bonne. Bien. Vous avez bien enregistré parce qu'on a insisté là-dessus hier. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh. Célia et Eden, bravo de chez Bravo. Hein. Next. Qu'appelle-t-on un habitat à énergie positive? C'était pour NJ. Hein. Un habitat où on se sent bien, c'est important. Hein. Un habitat qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Un habitat qui favorise le sommeil et aide à faire le plein d'énergie. Important aussi. Hein? C'est ça? Ouais, c'est bien. Ah. Ouais. Alors, est-ce que ça change ou pas le classement? Anaïs. Anaïs, c'est qui? Anaïs. Très bien. Après, il ne reste plus que 3 questions. Parmi les innovations suivantes, quelles sont celles développées par James Cameron? Alors là, c'est dur. Je vous ai pas gâté. C'est une question vraiment compliquée. Il y en a plusieurs.
C'était Performance Capture et Challenger Deep. Performance Capture, c'est vous savez, les capteurs sur les corps pour filmer. Et Challenger Deep, c'est le sous-marin qu'il a inventé et qu'il a conçu, finalement, fait concevoir pour explorer le fond des océans. Ça donne quoi, le classement? Wow. Bon, bah, ça change, hein. Allez. 10 sur 12. Qu'est-ce que BPI France? C'est une entreprise de bâtiments et travaux publics. Ça, vous savez peut-être pas, hein, mais c'est, bon. C'est une société spécialisée dans l'organisation d'événements, comme Big, ou bien une banque qui aide les entreprises innovantes à se développer. Bien. Ah bah là, maintenant, du coup, vous ne pouvez pas ne pas savoir que BPI France, c'est une banque quand même. Ça, c'est à noter pour nous. Parce que moi, je le fais, mais effectivement, je l'ai pas corrigé sur le Kahoot. Vite changer. Wow. Anaïs, Célia, Eden qui garde toujours la main et Roman qui remonte. Anaïs a 10 bonnes réponses d'affilée. Wow. Next. Qu'est-ce qui fait une bonne solution? Ça, c'est la présentation que vous venez d'entendre. Elle répond à un problème identifié sans consulter les utilisateurs. Elle répond à un problème ressenti par un type d'utilisateur bien défini. Elle répond à un problème ressenti par vous et beaucoup de monde. C'est un peu piégeux. On pourrait en discuter. Il y a 2 réponses potentielles, on n'en garde qu'une en vrai. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Personne n'a gagné. Donc, c'est peut-être aussi qu'il faudra que nous, on n'a pas bien formulé la question, il faudrait peut-être s'interroger nous. Là, je nous remets en question. On zappe, on passe à la suivante. Dernière question sur l'exposé. Comment développer une bonne solution? Plusieurs réponses possibles. Tout développer soi-même sans regarder ce que font les autres. Là, vous avez été aidé, hein, dans la Développer une solution en réfléchissant à ce qui est utile et n'existe pas. Identifier les utilisateurs et tester la solution développée avec eux. C'est assez facile quand même. Ah, d'accord. Ok, on y va. Célia, Anaïs. Mais on va faire des lots de consolation parce qu'il y en a 2 qui ont eu des petits soucis de fonctionnement. Donc, on vous donnera des lots de consolation. Ah, bravo alors, les heureux élus. Un mot s'il vous plaît. Dites quel effet ça fait. Alors moi, je voulais remercier surtout l'équipe Science Factor, BPI France et à tous ceux qui ont participé aux 2 jours sur lesquels on a été accueillis parce qu'on a vu des choses franchement géniales et très très bonne expérience. Donc voilà, merci Madame Schmuck, Benoît, merci tout le monde, Jean, Sophia, tout le monde. Beaucoup. Merci au coach d'être ici avec nous, merci à vous. Et maintenant, je vais remettre les 3 gagnants viennent me voir et je vais leur donner vos petits bons cadeaux. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que vous avez plein de petits desserts qui vous attendent en bas. Je vous ai privé pour ceux qui ont été qui sont venus déjeuner avec moi, mais vous en avez plein en bas. Alors allez-y, ok? Profitez-en parce qu'on doit s'en aller dans pas très longtemps. Hein, en fait, on a plus de temps que prévu. On a 20 minutes, 25 minutes, ouais.